Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 23 avril dans notre émission du mercredi traditionnel à cœur ouvert. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et ce soir, on va se parler d'un sujet qui me tient à cœur, vous le savez, des enfants et les enfants qui souffrent beaucoup. Et du coup, je voulais vous partager ce soir une personne, une association avec qui je travaille, vraiment dans la vraie vie, pas en virtuel, avec qui nous faisons régulièrement et des conférences et des cycles aussi d'ateliers pour accompagner les familles en difficulté. Et je suis ravie que Sabine ait accepté mon avis tout de suite. Bonsoir. Petit bug. Il y a un petit ça, les aléas du direct, nous n'avons plus Sabine. Donc, je voulais vous parler ce soir, je vais un petit peu meubler le temps que Sabine revienne, peut-être essayer de te déconnecter, Sabine, et de revenir. Non, ça y est, là, voilà. Je ne sais pas si tu as entendu, Sabine, l'intro. Ouais. Recoucou, j'espère que tu vas bien. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et merci de venir présenter ta belle association avec qui j'ai plaisir à travailler. Et je voulais te poser un petit peu des questions pour que tu présentes aussi. C'est important de montrer aussi des personnes qui agissent au quotidien et qui se battent et qui aident les enfants, les familles en difficulté parce que on dénonce beaucoup sur cette chaîne beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce monde-là. Et en même temps, il y a des personnes qui agissent et qui œuvrent au quotidien. Du coup, Sabine, ton association des ailes et des aides, comment t'es venue l'idée de la créer déjà? Puis quand est-ce que tu l'as créée et pourquoi, du coup Ok. Donc, je l'ai créé en fait fin 2019, donc juste avant le Covid. Pourquoi je l'ai créé? Parce que en fait, je suis coach pour adolescents. Donc, j'ai eu des jeunes, des familles qui sont venues me voir par rapport à des phobies scolaires. Donc, j'en ai eu une famille, 2 familles et j'ai une 3e famille en l'espace de 6 mois. Et en fait, je me suis dit: «Mais que se passe-t-il?» Et j'ai creusé un petit peu le sujet et en fait, c'est je dirais la détresse des parents et des jeunes qui m'a vraiment touchée et je me suis dit: «Mais il faut faire quelque chose» et en fait, c'est parti comme ça, pensant faire quelque chose d'assez simple, trouver un lieu sécurisé, sécurisant pour ces jeunes et leurs parents et l'aventure est partie comme ça. Le covid est arrivé et donc tout a fermé et puis après donc dès que tout a pu réouvrir, on a démarré l'aventure et on a depuis avril 21 du coup, on accompagne tous ces jeunes et leurs parents. OK, donc ça veut dire que c'est un accompagnement à la fois individuel, ou de famille, individuel pour les adolescents ou les enfants et famille aussi, et à la fois tu fais aussi, vous faites, parce que tu n'es pas seule et ça aussi tu vas nous en parler, dans l'association, heureusement d'ailleurs parce que tu es déjà assez débordée comme ça, mais aussi de l'accompagnement de groupe et des animations dans les centres sociaux, comme mon cas, et aussi dans les écoles. Est-ce qu'il y a d'autres lieux que j'aurais oubliés? Oui, en fait, on travaille aussi, par exemple, avec des hôpitaux de jour, on commence à travailler avec des foyers, voilà, avec tous les partenaires, les écoles évidemment, mais avec tous les partenaires qui ont envie de travailler avec nous et qui travaillent déjà, je dirais, sur la santé mentale des jeunes. OK. Et du coup, tu disais que c'était parti de ton idée effectivement et de ce que tu voyais dans tes pratiques, des enfants et des parents qui avaient besoin d'aide, surtout par rapport à la phobie scolaire. Mais après, est-ce que ça a évolué par rapport à ça? Est-ce que ça s'est transformé au fil du temps ou est-ce que c'est resté sur la phobie scolaire particulièrement? Alors non, au départ, effectivement, on était vraiment sur
donner un espace à ces jeunes-là. Et en fait, aujourd'hui, donc 4 ans après, on accompagne des jeunes qui sont tout à fait qui sont encore en phobie scolaire, mais qui peuvent aussi être complètement scolarisés et être simplement, je dirais, en grande difficulté scolaire ou sociale, et on les accompagne bien évidemment. L'idée, c'est vraiment de permettre à tous ces jeunes qui sont en phobie scolaire ou pas, je dirais, d'arriver à avoir une meilleure confiance en soi, une meilleure connaissance de qui ils sont, et puis d'être plus sereins, entre guillemets, dans leur vie au quotidien. Et du coup, Et par rapport comment dire, oh, je trouve plus le mot, pardon. Je voulais dire les personnes qui t'orientent aussi et qui te demandent d'intervenir, par exemple, dans les établissements scolaires, les hôpitaux de jour, etc. Quelles sont les problématiques que tu peux rencontrer du coup par rapport à ces jeunes? Quelles sont les demandes en fait des établissements scolaires ou autres? alors, on a plusieurs entre guillemets, une phobie scolaire, c'est jamais, je dirais, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'il y a pas une chose vraiment qui fait que le jeune n'arrive plus du tout à aller en cours. Mais en tout cas, le mal-être aujourd'hui des jeunes, il est, malheureusement à cause du harcèlement. Donc ça, c'est vraiment une des grosses problématiques. L'autre problématique, ça peut être des jeunes qui sont, par exemple, en troubles neurocognitifs et donc qui compensent parce qu'ils veulent être le plus, entre guillemets, normaux possible. Ils ne veulent pas d'accompagnement ou d'aide pour ne pas être stigmatisés. Et en fait, à un moment donné, ils n'arrivent plus à compenser. Et puis là, du coup, c'est la chute. Ça peut être des problèmes familiaux, ça peut être des problèmes de déménagement. C'est vraiment, je dirais aujourd'hui, avant le Covid, les problèmes de phobie scolaire, c'était vraiment très spécifique. Aujourd'hui, ça touche, en tout cas la santé mentale des jeunes aujourd'hui, touche vraiment n'importe quel jeune de n'importe quelle catégorie sociale. Ça tombe entre guillemets, ça peut tomber sur n'importe quel jeune, et c'est ça qui est vraiment, compliqué à, comment dire? À à diagnostiquer aussi. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas forcément de signes avant-coureurs, ça peut vraiment arriver du jour au lendemain. Donc c'est ça qui est terrible, quoi. Et puis Mais finalement, ça peut être des baisses de notes au départ, ça peut être du repli sur soi, enfin des choses oui, effectivement qui sont pas forcément, oui, comment dire, palpable. palpables. Ouais. Ouais, Et tout puis à fait. si l'enseignant n'est pas, enfin là je pense aux établissements scolaires, mais si Mmh l'enseignant mh. avec des grosses classes en plus, beaucoup Mmh. d'élèves, n'est Oui. pas assez voilà attentif même ou ne peut Mmh pas, mh hein, mh. parce que Mmh encore une fois mh mh. faute de moyens. Du coup, ça Bien peut sûr. passer au travers et puis forcément ça va aller en s'empirant. Voilà. Bon, il y a aussi beaucoup, notamment chez les filles, beaucoup de ce qu'on appelle l'anxiété de performance. Donc en fait, parce qu'on attend énormément d'eux, que ce soit, les parents ou, les établissements scolaires, et donc du coup, il se crée cette anxiété de performance où en fait le jeune se dit: «Il faut que je révise, il faut que je révise, il faut que je travaille, il faut que je travaille», jusqu'à un moment donné où là effectivement, je veux dire, s'il ne fait que travailler, à un moment donné aussi, ça devient très compliqué pour lui, quoi. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai gelé. Non, non, ce n'est pas vous, c'est Lise, elle va revenir dans un instant. Voilà, elle est là. Ah, très bien. Tu m'entendais ou pas, Sabine? Non, Non, parce qu'en plus, je parle pour. D'accord, ok. Donc, je suis désolée, je ne sais pas ce que je ma suis connexion d'essayer. a ce soir. C'est parfait. Si c'est l'animatrice en plus, ça bug, c'est parfait, tout va bien. Donc, encore une fois, les aléas du direct, je suis désolée. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, effectivement, ça allait forcément en empirant les choses parce que, au final, si c'est pas détecté aussi à temps, et Mmh ça mh peut mh. prendre Du temps. quelque temps, effectivement, hein, Bien et sûr. jusqu'à la chute, parce que comme tu disais, c'est multifactoriel, mais il y a donc des symptômes qui sont plus ou moins cachés, Mmh donc mh. plus ou moins visibles forcément, et c'est au bout d'un moment, ça va exploser en fait. C'est le Ouais, c'est sûr. phénomène de décompensation, et tôt ou tard, Mmh. il va y avoir des. Parce que souvent, enfin, moi je vois quand on travaille avec les établissements scolaires aussi, ce qui est là où on nous alerte, les CPE, les profs et les directeurs, c'est quand il y a des moments voilà, d'explosion, soit de l'absentéisme aussi, C'est ça. soit du renvoi, parce que, et en plus ce renvoi qui est quand même Oui. assez régulier des fois, parce qu'ils ne savent plus du tout comment gérer ces enfants-là. Ouais. Sauf qu'avant, effectivement, en amont, il y avait peut-être des choses à faire. Ouais. Après, par rapport à ça, souvent il y a les signes avant-coureurs, ça va être, les maux de ventre, ça va être les passages à l'infirmerie, les mal de tête,
ça va être des petites crises d'angoisse que les parents vont souvent, alors pas forcément banaliser, mais en tout cas, ils vont voir un médecin pour essayer de faire tout un tas d'examens, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, c'est aussi des signes symptomatiques justement du stress et de l'anxiété. Donc, du coup, parfois, certains parents peuvent perdre du temps en allant faire tout un tas d'analyses. Enfin, voilà. L'idée, c'est aussi en parallèle de voir si dans la vie du jeune, quelque chose pardon, a changé, notamment au niveau de l'école. Alors ça peut se stigmatiser au niveau de l'école. Par contre, je dirais le problème ne vient pas forcément, de l'école. Mais en tout cas, voilà, ça se stigmatise à l'école. Et tu as dit quelque chose aussi d'intéressant, c'est ce besoin de performance. Oui. Et en fait, c'est vrai que l'école classique, et c'est souvent ce qu'on lui reproche, en tout cas dans notre système éducatif, c'est cette compétition en fait permanente entre les élèves déjà entre eux, et puis même ce stress aussi induit par, là on l'a vu aussi avec tout le Parcoursup, hein, notamment là on parle des plus âgés, mais ce stress qui est tout de suite après, à la seconde même, hein, dès l'entrée au lycée, pour après l'orientation en Parcoursup. Et c'est quand même assez oppressant, et c'est assez compliqué à gérer aussi pour les élèves et les parents, bien entendu, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a un impact sur tout le système familial. Bien sûr, oui. Ça. Et du coup, est-ce que tu as quelques chiffres un petit peu là que tu voulais nous donner, nous partager par rapport à justement la santé mentale des enfants, pour qu'on se rende compte, et des jeunes, pour qu'on se rende compte un petit peu dans quoi on vit, parce qu'on n'en parle pas forcément souvent. Alors moi, les derniers chiffres que j'ai trouvés, donc c'était 68% des 11-24 ans qui se disent stressés, 32% des 18-24 qui sont dans un état dépressif, et entre 3 et 5% de jeunes qui sont en phobie scolaire. Par rapport aux idées suicidaires, on est à 27% de filles sur 18% de garçons, avec une augmentation là depuis le Covid de 16% sur les idées suicidaires. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même énormes, et qui, en fait, si Jean-Michel Barnier a déclaré 2025 année nationale de la santé mentale, je pense que c'est pas pour rien. Donc les chiffres sont quand même assez. Alors heureusement, il y a plein de jeunes qui vont bien. Il faut pas le voilà, il faut pas le passer sous silence. Mais en tout cas, ceux qui vont pas bien, ils ne vont vraiment pas bien, en fait, voilà. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, et c'est toujours pareil, plus tôt, entre guillemets, on arrive à accompagner un jeune, et plus facile ce sera pour lui voilà, de reprendre, une bulle d'air, de retrouver rapidement confiance, et puis de reprendre sereinement sa vie, quoi. Ouais, c'est ça, et on en discutait en off, en fait, le climat dans lequel on vit, que ce soit économique, géopolitique, social, effectivement, n'aide pas. Et comme tu me disais à juste titre, les parents aussi qui sont stressés forcément, hein, qui ont des soucis d'adultes, ça va encore une fois impacter le système familial aussi, et avoir des conséquences sur les adolescents, et les enfants, hein, notamment. Nous, quand on avait fait... Pardon, je t'ai coupé. Je disais, les enfants, c'est des vraies éponges par rapport aux émotions. Donc, du coup, ils ressentent énormément les choses, même si on leur cache, ils les ressentent rapidement. Oui, puis nous, quand on avait construit justement Parents d'ado, avec donc un cycle de conférences et 3 ateliers après, de manière un peu plus rapprochée pour les familles, on avait pensé aussi l'adolescence au début, et puis finalement on avait dit non, mais en fait on va aller jusque même les enfants de 10 ans, parce que on voit aujourd'hui, bon, il y a aussi l'introduction des écrans très jeunes, des coups, bon, l'âge de l'adolescence, finalement, nous on disait à notre époque, je parle un peu comme une vieille, mais 12-13 ans, on rentrait dans la préadolescence. Aujourd'hui, quand on parle d'adolescence, et même on parle même plus de préadolescence, enfin, en tout cas moi je l'entends plus ce terme-là, c'est à partir de 10 ans quand même que voilà, l'entrée en CM2 est déjà autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Nous, au départ, au niveau de l'accompagnement des jeunes qu'on avait, c'était vraiment plutôt des jeunes du niveau collège. Et là, depuis 1 an et demi, vraiment, on a baissé aussi l'âge, c'est-à-dire qu'on intervient dès la primaire. Et puis là, depuis janvier, on a énormément de demandes de jeunes filles qui sont au lycée, donc en seconde. Et donc, au niveau du primaire, c'est vraiment, enfin, la thématique principale, c'est vraiment du mal-être suite à des harcèlements, des situations de harcèlement. Donc, malheureusement, ça démarre tôt.
Et du coup, tu disais harcèlement, effectivement. Et après, quand les établissements scolaires te contactent, par exemple, ou Mhm. l'hôpital de jour, quelles sont les demandes en fait? C'est juste parce que, enfin, juste, c'est pas le terme. Est-ce que c'est parce qu'il manque, eux, de bras aussi, j'allais dire, de professionnels pour les encadrer, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'ils n'arrivent plus à gérer, par exemple, qu'ils n'avaient pas, comme le harcèlement, notamment, auxquels ils n'avaient pas affaire avant? Alors, sur les établissements scolaires, ils ont le programme qu'ils ont développé qui s'appelle le programme phare, donc qui est tout un process au niveau de leur formation, au niveau des enseignants. Nous, on va plutôt intervenir sur, par exemple, au niveau des collèges, grâce aux actions éducatives du département, on va vraiment sensibiliser des classes entières sur qu'est-ce que c'est un harcèlement, qu'est-ce qui ne l'est pas, comment on réagit, qu'est-ce qu'on fait, toujours par rapport à cette fameuse triangulaire, victime, bourreau, et puis, Sauveur? oui, enfin, c'est pas sauveur, mais celui qui va, enfin, tous les jeunes qui voient et qui, j'arrive plus à retrouver le mot, mais qui ne disent rien par Ah oui. peur. Donc vraiment, on travaille aussi là-dessus et on travaille avec les compétences psychosociales pour justement aider ou donner des outils, semer des graines finalement dans l'esprit de ces jeunes-là sur comment je peux m'épanouir tout en respectant les autres. Donc vraiment travailler là-dessus. Donc ça, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, vraiment de travailler là-dessus en se disant on peut très bien se connaître, on peut très bien avancer et gagner en confiance sans avoir à, entre guillemets, écraser tout le monde ou faire le cacou comme ils disent. Donc l'idée, c'est vraiment ça, de pouvoir leur apporter ça le plus tôt possible. Très important, oui. Et tu Mmh. disais tout à l'heure là, qu'en fait ça touchait toutes les catégories sociales finalement. Ouais. Il y avait pas de parce que, tu travailles aussi, donc moi je fais partie d'un quartier, enfin je travaille dans un quartier prioritaire de la ville. Du coup, Mmh, tu mmh, interviens aussi en quartier prioritaire de la ville et finalement les problématiques que tu retrouves à chaque fois, que ce soit en quartier mmh. prioritaire ou pas, ce sont les mêmes. C'est pareil. Oui, la seule grosse différence, c'est que, les personnes dans les quartiers prioritaires ont moins accès, je dirais à des, par exemple, psychologues, en libéral, par manque de moyens financiers. Donc après, c'est effectivement, les CMP, la maison des ados et cetera qui, eux aussi, débordent de demandes. Donc du coup, les délais sont peut-être plus importants, pour ces personnes-là que pour les personnes qui peuvent payer un psychologue en libéral. Donc Ouais. c'est la grosse différence. Et du coup, dans ton équipe, alors, dis-nous un petit Oui. peu, qui t'aide et qui te OK. soutient aussi et qui intervient auprès de ces jeunes? Parce que, toi, tu OK. nous disais que tu étais Alors coach pour adolescents, mais oui, tu as d'autres ouais. personnes avec toi? Alors oui, on est, une vingtaine, donc on a des personnes qui sont, alors dans les compétences, on a de la sophrologie, on a des gens qui font de l'hypnose, on a des gens qui font de l'art-thérapie. Alors dans tout ce qui est artistique, donc il y a l'art-thérapie, il y a de la danse mouvement thérapie, c'est vraiment l'expression corporelle. Pour nous, c'est vraiment hyper important de travailler sur le corps. Déjà à l'adolescence, il y a le corps qui change, donc c'est super important d'avoir ce regard, ce juste regard en fait sur qui on est. Je fais juste une petite parenthèse aussi sur les réseaux avec les jeunes filles qui mettent plein de filtres. Et donc, du coup, il y a cette grosse différence entre la réalité et puis ces filtres. Donc, en fait, le regard qu'elles se portent est vraiment compliqué par rapport à cette dualité. Donc, après, la danse mouvement thérapie, on a de la musicothérapie, du yoga, du théâtre forum. Après, on a tout ce qui est réflexologie qui marche aussi très bien, naturopathie, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié, graphothérapie, orthopédagogie. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'orthopédagogie, si je Mmh. devais résumer, c'est vraiment tout ce qui est stratégie d'apprentissage, apprendre à apprendre. Donc en fait, c'est comment j'arrive à travailler plus efficacement, parce qu'il y a des jeunes qui travaillent pas des heures et des heures et des heures et finalement, au final, ils se ramassent, entre guillemets, une mauvaise note à leurs yeux en disant: «Mais en fait, j'ai travaillé pour rien». C'est pas qu'ils ont travaillé pour rien, mais ils connaissent peut-être pas exactement, quelle est leur méthode de travail, quel est leur moyen de mémorisation. Donc c'est vraiment travailler là-dessus, pour qu'ils aient je vois le chat, Oui, je qui confirme, Mob, c'est bien ça.
Je ferai juste une petite aparté par rapport aux aides aussi après. Mais voilà, donc c'est vraiment tout ce qui est stratégie d'apprentissage et la graphothérapie, c'est vraiment réapprendre le geste aussi. On a donc du théâtre, alors ça peut être soit du théâtre forum, soit du théâtre plus classique, de l'illustration, par exemple sur de la BD. Ça va être de la PNL, du brain gym, de l'EFT, de l'EMDR, toutes ces thérapies en fait qui aident énormément les jeunes. Et on a quand même une psychologue aussi dans l'association parce que c'est important. Mais on ne se qualifie pas de médical. Pour nous, c'est vraiment de travailler ce qu'on appelle des ateliers ludiques à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les jeunes, que ce soit en individuel ou en groupe, sur l'aspect ludique pour qu'ils arrivent à rentrer facilement finalement dans la séance ou dans l'atelier. Et finalement, on sème nos petites graines en disant, ben voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? Et en fait, de rebondir finalement sur ce qu'ils vivent, mais dans un deuxième temps. Donc, je trouve que ça, en tout cas, ça, ça a l'air de plutôt bien fonctionner Ah bah jusqu'à oui, oui, présent. oui, je confirme, ouais. Et les parents, quand ils font appel à toi, à tes services ou à vous, quelles sont les problématiques souvent dépassées ou ne comprennent pas ce qu'il se passe, n'arrivent pas à Alors, gérer? ouais, il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part des parents en disant: «Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai pas vu?» Donc, énormément de culpabilité. Beaucoup de parents sont démunis aussi, surtout pour des jeunes qui doivent être diagnostiqués. Il y a quand même beaucoup de difficultés à faire diagnostiquer un enfant aujourd'hui, notamment aussi pour les parents qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que ce sont des diagnostics qui coûtent cher. Donc ça, c'est vraiment parfois la course où les parents n'ont pas la bonne information, où on les envoie d'un endroit à l'autre. Donc c'est vraiment très, très compliqué pour eux. Et puis, il y a des parents qui ne savent pas comment gérer par rapport au diagnostic en lui-même, notamment sur le TSA, ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, hein. C'est un mot qui fait peur. Donc, accompagner en fait les parents là-dessus. Et puis, ce que les mamans, parce qu'on a beaucoup de mamans en fait, nous disent souvent, bah, en fait, je peux pas en parler avec ma famille parce que bah, il y a pas d'autres enfants qui sont en difficulté. Donc, en fait, les autres membres de la famille ne comprennent pas ce qui se passe vraiment. Parfois, ils les culpabilisent en disant, bah, t'as mal éduqué ou voilà, t'as mal éduqué ton enfant. Et puis après, les amis, pareil, ils ont peut-être pas d'enfants qui sont dans cette difficulté-là, donc ils n'ont pas forcément d'oreilles attentives à ce qu'elles vivent. Et donc du coup, elles nous réclament beaucoup ces groupes de parole entre mamans avec des jeunes qui ont des difficultés pour pouvoir être dans un environnement non jugeant, puisqu'en fait, toutes vivent la même chose. Et donc, pouvoir déposer, comme moi j'appelle, leur sac à dos, et de pouvoir en fait se poser et livrer leurs émotions, ce qu'elles traversent, et puis repartir, je dirais, un peu plus gonflé, avec un petit peu plus d'énergie, de se dire, bon, bah, je ne suis pas toute seule, d'autres mamans traversent ça, avec peut-être des adresses, des outils, des choses. Et puis parfois, elles nous demandent aussi de l'aide sur de l'outillage. Et donc après, nous, on peut effectivement monter des ateliers, par exemple sur de la communication non violente, sur comment les parents elles-mêmes, enfin les mamans, peuvent gérer leurs émotions par rapport à ce qui se passe. Voilà, ça peut être toutes les thématiques qu'elles nous demandent. En fait, on peut monter des ateliers. L'idée, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est que quand un enfant va mal, bah, c'est toute la systémie familiale qui est un petit peu débalancée. Donc l'idée pour nous, c'est d'apporter un espèce de rééquilibrage pour que et le jeune et le parent aille mieux, parce que de toute façon, c'est toujours un vase communicant. Quand l'un va mieux, bah, du coup, bah, l'autre va mieux aussi. Donc, c'est vraiment de travailler sur ces deux axes-là. C'est ça que je trouve intéressant avec vous et que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des ateliers, comme tu le disais, personnalisés, hein, puisque finalement on fait avec et à la fois la demande des parents, à la fois la demande des enfants, puis aussi bah, si on a d'autres interlocuteurs comme les établissements scolaires, c'est vraiment au cas par cas aussi qu'on construit les choses. Et en plus, il y a ce maillage professionnel, justement, cette diversité dans l'approche thérapeutique qui est hyper intéressante avec vous et c'est ça que moi j'aime beaucoup en tout cas. Alors je vois Nadine qui dit j'ai été élevée à la dure, rien de mieux pour forger son caractère et se défendre. Faut arrêter d'élever vos gamins dans du coton. Je ne suis pas d'accord, mais chacun c'est pas élever ses enfants dans du coton, c'est justement lui donner quand même des billes et pour affronter aussi ce qui se passe et l'accompagner au mieux. Mais bon, après chacun
son éducation et chacun ses idées. Je sais pas si tu veux réagir à ça, du coup. Non, après, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, Lise, aussi. L'idée, c'est forger son caractère. On peut très bien le forger dans la douceur. L'idée, c'est d'apporter justement cette connaissance aux jeunes de qui ils sont et de pouvoir finalement accepter qui ils sont et pas essayer d'être qui ils sont pas ou par rapport à ce que la société leur envoie et de dire il faut être comme ça, comme ça. Pour moi, c'est ce qu'un parent doit apporter, c'est-à-dire la sécurité émotionnelle d'un enfant pour qu'il puisse, alors je fais un petit clin d'œil à l'assaut, mais déployer ses ailes. Oui, tout à fait. Et autre chose, du coup, est-ce que tu vois l'influence aussi des réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Et Oui, ouais. non, je t'ai J'en exprès de te parlais poser la par question. rapport au filtre. Ouais, Ouais. j'en parlais par rapport aux filtres notamment. Après, il y a, je dirais, la surconsommation des écrans. Après, l'idée, c'est pas de les interdire parce que je pense qu'il y a un vrai intérêt à ça. Après, l'idée, c'est comment on arrive en tant que parent à réguler le nombre d'heures. Mais en tout cas, nous, les jeunes qui sont en fort mal-être, ils se réfugient encore plus parce que c'est leur échappatoire. Donc après, ça fait un espèce de cercle vicieux. L'idée, c'est de le transformer en cercle vertueux et de dire comment on peut les utiliser à bon escient. Et puis après, l'autre problématique des réseaux et ce qu'on n'apprend pas non plus forcément à nos jeunes, c'est tout ce qui est esprit critique et toutes les fake news. Donc, ils ont tendance à prendre les choses pour argent comptant et c'est ça qui pose aussi énormément de soucis. Donc, pour moi, c'est apporter cet éclairage-là et puis vraiment travailler sur l'esprit critique dès le plus jeune âge pour que justement ils puissent encore une fois défendre leurs idées, défendre ce qu'ils pensent et puis par contre pouvoir avoir une ouverture d'esprit de dire ok peut-être que je vais aller chercher ailleurs et je vais aller voir si effectivement ce que je crois est vraiment vrai. Donc, pour nous, ça, c'est important. Ça et effectivement les problématiques des influenceurs aussi. Hein. Moi, j'entends souvent des jeunes dire, moi, je veux être influenceur, être youtubeur, gagner des sous. Donc, en fait, ils se font une image. Ils ont une vision de la vie qui est souvent hors réalité, qui, en plus, là, avec tous les chats GPT et compagnie, ne va pas arranger les choses. Notamment, tu parlais d'esprit critique. Il va falloir être vigilant aussi là-dessus. Oui. Merci Sabine pour tout ça en tout cas et bravo pour votre travail à tous, toutes et tous parce que c'est pas évident et effectivement tu disais vous êtes confrontés aussi maintenant, notamment je sais pas si tu veux en parler mais au fait que des institutions qui avant ne considéraient pas trop la chose ou plutôt partie médicale etc. Voilà en fait ça fait partie quand même, tu vois, quand tu parlais de PNL, le MDR, c'est quand même des thérapies dites alternatives, en fait. Hein. C'est pas encore considéré, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Le même problème qu'il y a eu l'ostéopathie à un moment. Et aujourd'hui, on fait appel quand même à votre association et des institutions vous demandent de venir, d'intervenir, à la fois parce qu'ils n'ont pas la capacité de répondre à toutes les demandes, et en plus parce que c'est de plus en plus reconnu aussi comme étant vraiment aidant, et pour les familles et pour les enfants. L'idée, c'est que je pense que, au vu des chiffres de la santé mentale, je pense que personne n'était prêt, entre guillemets, à absorber, en fait, tous ces jeunes qui ne vont pas bien. Et donc, effectivement, toutes les structures débordent de demandes et n'arrivent pas à répondre à tout. Je dirais l'originalité ou l'innovation, puisque c'est un mot à la mode. L'innovation ou l'originalité de notre association, c'est justement la multicompétence. Et cet aspect, ce que je disais tout à l'heure, l'aspect ludique. On peut très bien arriver à accompagner et à très bien accompagner un jeune en commençant par le jeu. Et donc, du coup, c'est ce qui fait notre force aussi de pouvoir accompagner ces jeunes-là en les captant justement par du jeu, tout simplement et d'arriver après à les faire parler, à les faire échanger pour prendre conscience et prendre, vraiment prendre conscience de ce qu'ils traversent parce que des fois, ils n'arrivent pas
à comprendre pourquoi ils vivent ces émotions, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et donc du coup, en tirant en fait cette ficelle-là, finalement, ça passe vraiment super bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment quand ils font appel à nous, c'est parce qu'on est capable de proposer des ateliers, je dirais multi-compétences, qui permettent aux jeunes non pas d'appréhender une situation avec un seul prisme, mais justement avec plusieurs. Et donc, du coup, c'est, à mon sens, beaucoup plus pertinent que si on arrive avec juste une méthode, entre guillemets. Et Bien donc, du sûr. coup, par exemple, les foyers de jeunes placés avec qui on va démarrer, c'est ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire que c'est vraiment cette multicompétence que eux n'ont pas, parce que du coup, ils ne peuvent pas non plus employer 150 compétences différentes et c'est ce qui, en fait, leur plaît chez nous. C'est juste, et en plus, on le voit, hein, moi aussi je le vois au centre social, un même discours, enfin en tout cas, par exemple, on va parler de l'alimentation, parce que ça aussi, vous êtes en capacité de parler de l'alimentation, on en a parlé la semaine dernière dans notre atelier parents d'ados. Je pourrais avoir ce même discours auprès d'enfants ou de parents, ça n'aurait pas le même impact que si une autre professionnelle va le faire. Il y a ça aussi qui est intéressant dans justement la multiplication des professionnels et d'approches différentes, c'est qu'on va pouvoir, même si on parle de la même chose, on va pas avoir la même sensibilité et pas le dire de la même manière, et les enfants vont le recevoir comme les parents vont le recevoir d'une manière différente, et c'est ça aussi, comme tu dis, c'est original, et à la fois, ça sert tout le monde en fait, alors qu'à l'école, souvent, et c'est ça qui est un peu compliqué, on prend souvent l'exemple en atelier, si on écrit les cours ou qu'on les dit, ça va toucher effectivement les personnes visuelles, les personnes auditives, pour autant, les personnes qui ont besoin d'écrire ou de pratiquer, de toucher du doigt les choses, les kinesthésiques, ne vont pas du tout entendre de la même manière la leçon, par exemple, hein, ou le cours, et ne vont pas pouvoir l'intégrer. C'est comme dans les entreprises, quand on fait une note de service écrite, c'est bien pour les visuels. Pour autant, les personnes auditives ou kinesthésiques, elles ne vont rien retenir du tout. Donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi, de pouvoir toucher. Mais là, j'ai vu 1 ou 2 commentaires. Je voulais me noter des petits mots pour rebondir. Du coup, ça a été trop Ouais, rapide. ça va vite, hein, ça va vite. Ouais, ça va super vite. Mais par rapport à, je ne sais plus qui a dit, écouter les jeunes, c'est la priorité. Souvent, nous, on nous dit, mais en fait, personne m'écoute. Donc du coup, en fait, c'est comme l'adulte. À un moment donné, on a envie d'être écouté et puis de ne pas être conseillé, juste de pouvoir déposer quelque chose. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est super important. Merci, Sam, c'est ça que c'est ce que je voulais voir. Justement, par les jeux et la lecture, évidemment, c'est super important. Ils ont vraiment besoin de rejouer à plusieurs et pas uniquement, effectivement, comme on disait tout à l'heure, sur leur téléphone. Et puis, je vous donne juste un exemple d'un atelier d'art-thérapie qu'on a eu il y a 15 jours, 3 semaines, où en fait, il n'y avait pas de consigne sur le dessin. C'était juste laisser glisser finalement sa main et son pinceau. Et en fait, ils étaient saisis en se disant, mais il faut que je fasse quoi? Mais laisse aller ta main. Enfin, peu importe, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas besoin que ce soit beau, il n'y a pas ce côté d'arriver à avoir quelque chose vraiment de finalisé. Et en fait, ça leur a pris un temps de fou pour arriver à déconstruire, en fait. Mais en fait, on m'a pas donné de consigne, il n'y a pas de cadre. Et on se rend bien compte qu'ils ont, en fait, ils ont envie de sortir de ce cadre-là, mais dès qu'on leur casse ce cadre, ils sont complètement perdus et il faut qu'ils retrouvent le temps de justement de se laisser aller. Et je pense que ça, par exemple, par rapport à l'art-thérapie, c'est vraiment super de leur permettre ça et de se dire, oui, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'ai pas besoin que ce soit beau, il faut pas que ce soit fini. Voilà. Donc ça, de leur permettre ça, c'est juste énorme. Ouais, tout à fait. C'est sûr que changer encore une fois de cadre, et c'est compliqué hein, quand on est 7 à 8 heures par jour à l'école, assis devant un bureau, et qu'en fait on développe très très peu, on n'a pas le temps, trop le temps de développer son imagination, d'être seul aussi avec ses pensées. Des fois, dans le silence, c'est en permanence, ils sont sollicités d'apprendre des choses, retenir, réciter. Et finalement, voilà, c'est effectivement Nadine,
plus le temps, trop stressés ou fatigués, mais c'est pas que les parents, c'est en fait le système dans lequel nous vivons tous ensemble qui fait que, et c'est pas, quand on dit les parents, finalement, ça veut tout dire et rien dire, c'est tout le monde. Donc on est aussi concernés, on est aussi parents. On fait du mieux qu'on peut tous dans ce marasme. Voilà, faut pas non plus culpabiliser, justement, c'est pas le but, et c'est ça aussi votre association, c'est de porter et vraiment d'accompagner les personnes et les enfants dans ce qu'ils sont et qui n'osent pas être, surtout parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a les autres, parce qu'il y a le jugement, pour plein de raisons. Effectivement, encore une fois, on en parlait, les réseaux sociaux aussi qui montrent une vie qui est complètement, enfin, moi, je sais pas toi, Sabine, mais quand des fois, tu vois passer, alors, des trucs vite fait, la personne, la jeune fille super gaulée qui s'est levée à 5 heures du mat, qui va faire son footing, qui te mange une coupe de fruits comme ça tous les matins, ses céréales. Ça n'existe pas dans la vraie vie, hein. Ben voilà, donc on arrête de. Mais ça, les enfants, et on en parlait, j'en parlais avec, je sais pas si tu avais vu cette émission avec Cécile Maïchak aussi, mon amie, c'était la semaine dernière que je l'ai reçue. Et en fait, elle est très très inquiète aussi pour les enfants, elle, notamment parce que justement, elle dit que comment vont faire ces enfants pour juste dissocier la réalité de justement du virtuel. Et tu le disais aussi, hein, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant et je pense que c'est important de mettre le doigt là-dessus aussi, de finalement qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et comment je peux vivre dans cette réalité sans être frustrée, sans être mal, parce que je me compare à d'autres et je n'ai pas cette vie-là, qui est encore une fois fictive et qui n'est pas réelle, mais bon, ça, il faut être adulte pour comprendre que non, en fait, c'est juste pas possible. Un être humain normal qui travaille, etc., ne peut pas faire ce. Ou alors de temps en temps, si à un moment tu te lèves à 5 heures, je sais pas, tu vas avoir. Mais bon, bref, c'était cet exemple, je trouvais qu'il était intéressant. Et justement, comment faire pour ces enfants-là qui n'ont pas encore la maturité, et tu me le disais, je crois que c'est jusqu'à 25 ans que le cerveau se développe, la dernière fois quand on en parlait, c'est ça? Tout à fait. Donc, Qui sont pas encore câblés, j'allais dire, comme il faut correctement pour avoir ce recul-là et se dire, bah non, là, en fait, ça dépasse, c'est pas réel, en fait, c'est pas du palpable. Qu'est-ce que. Ouais, après ça, pour moi, c'est l'expérientiel, c'est-à-dire il faut que laisser finalement nos jeunes faire leur propre expérience. Ça, c'est super important. Et puis, en fait, ce que tu disais m'est venu le mot, le droit à l'échec, hein. Je trouve que ça, c'est vraiment super important. On n'en parle pas assez. Pour nous, en fait, les jeunes qui viennent nous voir, ils ont tous vraiment un gros sentiment de se dire, j'ai eu plein d'échecs dans ma vie, j'arrive plus à aller à l'école, j'arrive pas à ci, je fais pas ça, je suis pas capable de ci, je suis pas capable de ça. Et en fait, après, ils nous regardent avec des gros yeux, mais moi, je cultive l'échec parce que c'est comme ça qu'on apprend. Je leur donne souvent l'exemple de dire, quand tu as appris à marcher, tu n'as pas appris à marcher direct. Tu t'es cassé la figure des milliers de fois avant de marcher sur tes deux pieds. Donc, pour moi, voilà, c'est plutôt de se dire, OK, là, j'ai échoué. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et donc, de comment je change finalement mon prisme de lecture sur la situation et comment j'essaye de trouver un aspect positif à quelque chose. Et ça, pour nous, c'est vraiment super important parce que, en fait, ils ont encore, comme tu disais, le cerveau n'est pas mature. Donc, pour eux, de changer de prisme de lecture par rapport à nous, c'est beaucoup plus facile. Donc, autant leur donner cette capacité-là à se dire, OK, comment je vois finalement le verre, entre guillemets, à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide, puisque naturellement, le cerveau va le voir à moitié vide. Oui, c'est ça. Donc là, c'est vraiment, plutôt que de taire cette notion d'échec, pour moi, il faut la valoriser vraiment. Et quand tu disais justement que le cerveau était malléable encore jusqu'à 25 ans et qu'on pouvait changer de paradigme aussi, changer. Comment? La plasticité du cerveau, ouais. Et oui, j'ai dit une bêtise? Non, pas du tout. Non, ça m'arrive souvent, donc il faut me reprendre, faut pas hésiter. Je croyais que j'avais dit l'inverse, tu sais, de ce que je voulais dire. Et est-ce qu'il faudrait commencer, parce que là, tu travailles avec des primaires et des collégiens et lycéens, etc., on a bien entendu. Selon toi, vers quel âge il faudrait commencer? Bon, évidemment, pour les parents dès le plus jeune âge, mais là, actuellement, est-ce que
alors c'est jamais trop tard, bien entendu, mais si un étudiant, effectivement, qui se rapproche des 25 ans, bon, il y a un peu plus de travail à faire et ça, en plus, il y a l'expérience de vie qui est un peu plus longue forcément, donc il faut encore plus déconstruire et reprogrammer autre chose, mais il faudrait commencer à quel âge tout cet accompagnement-là? Alors, si on revient par exemple par rapport aux compétences psychosociales dont on parlait tout à l'heure, des études montrent ça dès la naissance dans l'absolu, je dirais, mais c'est vraiment à la maternelle, qu'on pourrait déjà mettre en place, des ateliers sur les compétences psychosociales. Je sais que, Gabriel Attal en avait parlé quand il était, ministre de l'Éducation nationale et une personne du rectorat, que j'ai rencontrée récemment me disait que ça y est, c'était à l'expérimentation qu'ils allaient, rajouter, justement pas des cours, mais en tout cas, ils allaient intégrer, ces compétences psychosociales dès la maternelle. Bon, ça va prendre quand même un certain temps, jusqu'à que ce soit vraiment, je dirais, généralisé sur toutes les écoles. Mais pour moi, vraiment, dès la maternelle, c'est super important, ne serait-ce que par rapport à comment j'arrive à vivre en société. Alors là, je vais peut-être en faire hurler plein par rapport au harcèlement, mais je veux dire, il y a le jeune qui se fait harceler, mais le harceleur, est-ce qu'on se pose souvent la question de dire pourquoi il est devenu harceleur? Qu'est-ce qu'il vit lui aussi dans sa vie enfin voilà, pour qu'il soit devenu entre guillemets harceleur? Donc pour moi, il y a pas de méchant ou il y a pas de gentil. En fait, il y a que des gens qui sont en souffrance. Et donc, comment on accompagne ces jeunes-là? Bah, c'est intéressant aussi de travailler sur, comme on parle de choses plus graves, sur les auteurs, effectivement. Qu'est-ce qui pousse un enfant à... Qu'est-ce qu'il a vécu, effectivement, ou qu'est-ce qu'il vit pour en arriver là? Et c'est ça qui est... Qu'est-ce qu'il Pour a vu? harmoniser et essayer de vivre ensemble au mieux, ou qu'est-ce qu'il a vu, tout à fait, aussi. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment comment on arrive à vivre ensemble tout en se respectant soi-même et en respectant les autres. Alors c'est peut-être, une vision très bisounours que j'ai, mais en tout cas, j'y crois vraiment de semer toutes ces graines-là auprès des jeunes pour qu'ils deviennent des adultes plus, je sais pas quel mot utiliser, mais responsable, c'est celui qui me vient, mais c'est pas le juste mot, Non, mais en ouais. tout cas, voilà, je Déjà vous aussi laisse plus en pour paix aussi, plus en paix pardon? aussi avec Ouais, eux-mêmes, déjà en paix avec les autres aussi. Enfin, voilà, ouais, d'être au mieux, plus équilibré. C'est ce que tu disais tout à l'heure, même dans le système familial. En tout ouais. cas, nous, on peut le constater, je le dis aussi parce que pour les personnes qui regardent, au centre social aussi, hein, c'est pareil, on a des grosses difficultés à mobiliser les jeunes sur ces thématiques-là des fois, parce que ça vient remuer des choses, pourtant on le voit, et on a les retours des parents aussi, on voit que ça ne va pas et il y a Ouais, mais ils en sont l'augmentation. pas conscients. Non. Souvent, ils se disent: «Bah, c'est normal, en fait, ce que je vis, c'est normal». Donc par rapport aussi à leur construction et donc du coup, c'est ce travail de déconstruire ce qui n'est finalement pas normal, et qui peuvent, justement les entraver, en fait, dans leur vie au quotidien. Ou, espèce de colère ou d'injustice qu'ils ont. On le voit notamment sur des jeunes collégiens qui sont en exclusion, temporaire, où, ils ont un grand sentiment d'injustice et de colère par rapport à des situations et qu'ils n'arrivent pas à exprimer parce qu'ils n'arrivent même pas forcément à comprendre pourquoi ils ont ces émotions-là. Donc c'est aussi d'essayer d'arriver à conscientiser qu'est-ce qui les a amenés là, plutôt que de leur dire, «C'est pas bien ce que tu as fait», mais essayer de comprendre avec eux qu'est-ce qui les a amenés à ça et comment on peut les aider à changer, à modifier leur comportement Mmh. Quelle par est la rapport. différence, du coup, Sabine, entre justement, on parlait tout à l'heure des mêmes discours, par exemple, n'aura pas le même impact chez l'enfant si c'est une autre personne qui le dit. Comment on peut expliquer justement, enfin, si tu veux bien expliquer, moi je le sais, mais la différence justement, pourquoi le message ne passe pas forcément avec les parents et quelqu'un d'extérieur va pouvoir apaiser les choses, faire se décaler aussi de la situation? Alors, je sais pas ce que tu as toi en tête, mais en tout cas, le parent en tant qu'ado, on est considéré en tant que parent à un moment donné comme, quelqu'un qui n'y comprend rien, quelqu'un qui est has-been, quelqu'un qui, n'a pas eu d'expérience dans la vie et donc du coup, en fait, tout ce qu'on dit, ils vont faire l'opposé. Donc du coup, forcément, tout ce qu'on va dire, n'aura aucun impact. Que si c'est quelqu'un d'autre, déjà, il y a moins d'émotion.
dans la relation par rapport à ce qui est dit. Et il y a une question, non pas qu'ils n'aient pas confiance en leurs parents, mais en tout cas, s'ils arrivent à construire une relation de confiance avec un autre adulte, que ce soit la tante ou un autre adulte, du coup, le message, forcément, il passe mieux. Et puis, des fois, en tout cas, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, des fois, même nous, on a pu avoir l'expérience de, on nous a dit 15 fois la même chose, et puis c'est la 16e fois où, parce qu'on est prêt, parce qu'on a l'écoute suffisante à ce moment-là, on se dit, ah ben ouais, il a raison. Ah mais ça fait juste 15 fois que je le dis. Mais c'est qu'on n'était pas prêt à un moment donné de l'entendre ou de pouvoir, entre guillemets, l'accepter. Donc ça, c'est aussi une question de timing. Et encore une fois, je reviens sur l'écoute, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, le jeune a besoin d'être écouté, et il y a un temps pour entendre un certain nombre de choses. Donc, moi, je me rappelle, il y a un jeune à un moment donné qui m'avait dit, lors d'un premier entretien, il m'avait dit, mais sans filtre, en me disant, mais toi, pourquoi toi tu vas m'aider alors que les autres n'ont pas réussi? Cash. Ok, bah je sais pas. Peut-être que on a une approche différente, peut-être que je vais pas y arriver, mais en tout cas, on va essayer. Donc voilà, je trouve que c'est ça qui me touche énormément, où certains jeunes ont, comme j'ai l'impression qu'ils ont baissé l'espoir, enfin qu'ils ont plus d'espoir de dire que quelque chose peut changer pour eux. Et en fait, c'est cet espoir-là qu'on a envie de redonner aussi. C'est ça, on en discutait aussi en off, redonner de la joie, parce qu'on les voit et ils nous le disent souvent, mais à quoi ça sert en fait cette vie-là? Tu crois que je vais me lever tous les matins pour aller bosser, je sais pas combien d'heures par jour? Après, on va rentrer en fait, moi j'ai ma grande de 15 ans qui m'avait dit ça. Et en fait, le soir, on va rentrer, faut faire les devoirs, faire la douche, manger, et après on va au lit. Enfin, c'est ça la vie, ça va être ça tout le temps, toute ma vie. Pourquoi je fais ça? Tu vois? Donc, tu veux répondre, non, bah non, en fait, peut-être que déjà, en choisissant aussi quel métier tu veux faire. Mais il faut de l'énergie en tant que parent. Je disais, on se le disait en off, mais en tant que parent, pour remettre effectivement de la joie, remettre du sens, essayer de l'espoir aussi dans ce monde qui est hyper compliqué. Et un enfant qu'on dit inadapté, moi ça me fait bondir à chaque fois, parce que finalement c'est un enfant même aujourd'hui qui a des pulsions, des crises, qui montre quelque chose. En tout cas pour moi c'est plutôt sain, justement, il s'exprime, ça sort, et surtout dans un monde. Voilà, et c'est surtout dans un monde où toutes les choses sont inversées, sont à l'envers, et hyper anxiogènes. Donc c'est plutôt Mais ça finalement. par rapport au métier, pour les plus grands qu'on accompagne, pour moi, l'idée, enfin le message que je leur transmets, c'est de dire, de toute façon, vous allez faire plein de métiers différents. Donc l'idée, c'est pas de trouver le métier de ta vie, sauf si un jeune a vraiment une grande passion, et du coup, il y a pas de sujet. Mais sinon, en fait, ils vont faire plein de choses différentes, et probablement, il y aura un fil rouge commun sur tous ces métiers-là. Mais l'idée, c'est déjà, on essaye de désacraliser, en fait, de trouver un métier. Pardon. Et ben du coup, ça leur permet déjà de faire des choix d'études beaucoup plus. Excusez-moi, il faut que je boive. Oui, t'inquiète pas. Mais on disait aussi, c'était, enfin, ce qui est compliqué, c'est, je te laisse, t'inquiète, reprendre. Ce qui est compliqué aussi, c'est avec ces Parcoursup, ou même là, alors on a entendu quand même une dinguerie de comment elle s'appelle, Borne, là, dire que dès la maternelle, les enfants devraient même travailler et savoir quel métier ils allaient faire. Bon, enfin bon, voilà. Mais en tout cas, ce système-là, il est quand même hyper compliqué pour eux, parce que ça se resserre très tôt. Limite, maintenant, en 4e, et encore, peut-être que je suis soft, en tout cas pour la mienne, ça a été ça. En 4e, on te demandait déjà de te positionner, savoir ce que tu voulais faire plus tard. Après, on en parlait tout à l'heure, le Parcoursup, qui dès la seconde, voilà, et encore rentrer dans des cases, stigmatiser aussi certains jeunes. Enfin, si tu sais pas finalement ce que tu veux faire en seconde, limite, tu as raté ta vie, quoi. Donc, tout ça, il faut aussi, comme tu dis, prendre le temps avec le jeune de lui dire, non, mais en fait, tu as le temps. Et puis, il n'y a rien de grave, en fait. Non. À ton âge, bon, évidemment, on ne parle pas de. Non, mais c'est ce que tu dis, c'est accompagner le jeune, mais aussi accompagner le parent. C'est-à-dire, il faut aussi arriver à ce que le parent ne stresse pas pour son enfant. Puisqu'effectivement, il y a quand même des ponts qui sont possibles au niveau des études. Après, pour ceux qui ne savent pas, ils prennent des spécialités assez larges.
il y a toujours, entre guillemets, moyen de trouver. Donc pour moi, il n'y a pas du tout, de stress à avoir, par rapport à ça et on voit souvent des jeunes, en fait, qui sont dirigés vers des filières parce que, je vais dire, des exemples, ils sont bons en maths, on va leur dire: «Bah, allez en école d'ingé», ils sont bons en lettres, va, je sais pas moi, à Sciences Po, journaliste, et cetera. Sans vraiment prendre le temps de se poser avec son enfant, de se dire: «Bah, qu'est-ce que tu as envie de faire?» Et après, c'est encore une fois, c'est pareil, je dirais selon les catégories, on n'a pas forcément toujours accès aux mêmes infos ou aux bonnes infos. Il y a de plus en plus d'écoles, qui se créent, des écoles privées. Enfin, c'est à la décharge, des parents. Je veux dire, c'est un vrai, un vrai cauchemar de trouver, les bonnes informations et de trouver l'orientation pour son jeune sans, je dirais sans stresser et tout en lui faisant confiance. Donc Oui, et puis pour moi, encore c'est une fois, facile. de relativiser et d'apaiser les choses aussi. Il n'y a rien de grave, hein. On peut reprendre des études, plus tard, on peut, faire un autre métier, enfin une formation aussi, voilà, il y a plein de c'est aussi Oui, important de remettre, voilà, un peu de sérénité oui. dans tout ça. En fait, ce qui est le plus important, c'est le bien-être du jeune, mental avant tout, quoi. Qu'il soit bien dans ses Oui, baskets, comme on dit. mmh, c'est ça et Ouais. pas de se mettre cette pression, au quotidien, En finalement tout cas, d'essayer de la repousser au maximum parce que bon, elle est là, elle existe et on peut pas la nier. Donc l'idée, c'est comment j'arrive à me préserver, et à prendre la juste distance sur tout ça. mmh. Est-ce que tu nous as parlé d'art-thérapie tout à l'heure, tu aurais un autre exemple d'atelier comme ça qui t'a marqué un petit peu avec les jeunes et quel retour tu Alors il y a, un atelier qu'on a fait, je crois que c'était dans un collège, où justement on travaillait sur la connaissance de soi et donc sur ses qualités. Et en fait, on le fait, en musique. Donc on les fait tourner, dans la salle, en fait et au préalable, on leur avait collé une feuille dans le dos avec un un petit scotch et en fait, à la fin de la musique, voilà, la personne qui est devant, ils doivent écrire, bah, la qualité ou quelque chose de sympa, sur la personne et en fait, à la fin de l'atelier, chacun, en fait, décrochait sa feuille et avait toute une liste de qualités, de choses positives sur lui et ça a eu je me rappelle, ça a eu c'était des petits sixièmes, ça a eu un impact de dingue, où ils avaient tous comme on dit, le smile en se disant: «Bah, en fait, j'ai plein de qualités» ou «On m'a écrit plein de choses alors que je savais même pas que j'avais ça». Donc ça, je trouvais que c'était juste magique, quoi. ouais. C'est ça en fait aussi qui te motive, au quotidien, hein, c'est Ouais, le retour que tu as des ouais. enfants, des jeunes et des parents Oui, c'est aussi, ouais, c'est vraiment les comment on appelle ça? Les étoiles dans les yeux, un sourire retrouvé. C'est vraiment ça qui c'est notre moteur. ouais. Bah, tu vois, il y a quelqu'un qui met Guigui, qui met, «Cette dame a une énergie débordante, merci pour les enfants» et tu as eu plusieurs remerciements aussi, pour les Merci enfants. à vous. C'est vrai, c'est important de pouvoir aussi mettre en lumière des associations, bah, comme la tienne parce que, bah, peu connues, des fois pour X ou Y raison, hein, Mmh encore, mh, puis c'est tout récent et mmh. qui œuvrent au quotidien. Parce qu'on parle Mmh. beaucoup de psychothérapie, de choses et ce que j'aime aussi, c'est que vous, c'est orienté solution. C'est-à-dire qu'on va pas chercher à fouiller dans ton passé, dans ton truc, dans ton machin. Plus ouais, je Je rigole. ah non, mais je partage, hein, mais enfin bon, voilà, ça, c'est encore autre chose, mais les gens connaissent mon positionnement là-dessus, donc mais tout à fait, ouais, je ne suis pas en tôle, mais c'était, limite quand même, mais qu'est-ce que je disais du coup? Les gens qui œuvrent aussi au quotidien, je me rappelle plus. Bon, merci Steph, pour ton commentaire. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Ouais, je sais plus, moi non Non, je plus, j'avoue. parlais de ouais, l'importance de les pousser, enfin oui, c'est ça, pardon. Mmh. Du coup, c'est orienté solution. C'est-à-dire qu'on va Ouais. pas, encore une fois, revenir parce que les thérapies et les psychothérapies en tout cas ou ouais, les psychanalyses aussi, ce qui est même les adultes, hein, aujourd'hui, n'arrivent plus en fait, ne trouvent pas la solution là-dedans parce que c'est en fait souvent, on a déjà fait l'analyse soi-même de ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Alors pas tout le temps évidemment, mais de revenir encore dans le passé, encore aller creuser, aller chercher le pourquoi, du comment, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et Mmh cetera. mh, Finalement, c'est tellement, douloureux et ça prend du temps mmh. qu'on est aussi ou alors il faut faire les 2 Mmh certainement. mh. Être Mmh. accompagné aussi dans orienter solutions et les Mmh. solutions, je vais aller les chercher aussi en moi, en des personnes, ben, voilà, qui vont m'aider, qui vont m'accompagner. Mais, hem,
plutôt que tu vois, de ressasser tout le temps, de rester dans ce marasme-là qui m'empêche déjà d'être et d'agir au quotidien de manière apaisée et sereine. Finalement, si je vois pas le bout du tunnel, et c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure aussi, hein, si je vois pas le bout du tunnel, je vais pas trouver de sens et je vais perdre l'espoir. Et voilà, j'avais une super idée, je l'ai perdue. Ah mince! Décidément. Non, mais en fait, faut pas regarder non plus les commentaires. Steph, Non, il c'est est pas. content. Il m'a dit de rien, c'est cadeau. Non, mais Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. orienter solution, peut-être les thérapies. Ouais, c'est en fait le fait d'un moment donné, c'est écouter le jeune et puis de l'outiller, de lui donner, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il apprenne à, et puis même nous en tant qu'adultes, hein, qu'il apprenne à se connaître. Et plus on apprend à se connaître, et plus on sait sur quelles compétences, sur quelles ressources internes on a. Et donc du coup, en fait, utiliser ce passage à vide, entre guillemets, comme une expérience encore, et qu'est-ce que je peux en tirer? Comment je peux en tirer du positif? Qu'est-ce que je vais trouver en moi? Qu'est-ce que je vais solliciter pour pouvoir rebondir et avancer à nouveau? Et en fait, ce sont des jeunes, si aujourd'hui, en fait, ils ont ce passage, je veux dire, ils l'auront peut-être pas à 25 ans ou à 30 ans. C'est-à-dire qu'ils auront déjà tellement réfléchi sur eux-mêmes, travaillé sur qui ils sont, que du coup, bah, voilà, ils vont être beaucoup plus épanouis, beaucoup plus rapidement. Donc encore une fois, il faut le voir. Alors je suis peut-être encore une fois peut-être trop bisounours, mais essayer toujours de trouver le côté positif de toute l'expérience et de se dire bah, pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux apprendre, en quoi ça va me servir. Et ça, c'est notre rôle à nous. Merci beaucoup, Sabine. Je le crois fondamentalement. Merci beaucoup. Est-ce que du coup, je vous encourage à aller sur... Oui, c'est important. Je vous encourage à aller visiter le site des L et des Z. D'ailleurs, tu voulais faire un petit truc sur le Z tout à l'heure. Ah oui, Z. Alors effectivement, c'est Z AIDS phonétiquement, mais aussi parce qu'on avait beaucoup de jeunes haut potentiel et qu'ils sont appelés les zèbres. Voilà, tout à fait. Et ça fait de A à Z. Ouais, on s'est creusé un peu la tête. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Non, et ça fonctionne bien en plus. Ouais. Donc je vous encourage à aller voir sur votre site et du coup, bah, prendre contact aussi si besoin. N'hésitez pas si vous êtes dans notre côté de la France. Si vous n'avez pas la chance d'avoir des L et des Z, bah, tant pis, ça viendra peut-être un jour. Mais c'est dommage pour vous, effectivement, parce que moi, je suis bien contente de l'avoir rencontrée, Sabine, et d'avoir rencontré toutes les personnes merveilleuses qui travaillent avec elle. En tout cas, merci infiniment, Sabine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Et puis, ben, je sais pas, quelles sont les choses à venir, là, des actualités. Voilà, merci, Eric. Merci Alors, beaucoup. les actualités, c'est des ateliers là qu'on est en train de monter, vraiment à multi-compétences. Donc, en fait, on va faire intervenir plusieurs intervenants pour faire des choses. Je donne juste un petit teaser. Par exemple, on va commencer à faire de l'écriture soit intuitive, soit collaborative, et puis après, de pouvoir faire de l'illustration BD. Et puis éventuellement après pouvoir le mettre en scène. Voilà, ça va être des choses comme ça, ou créer des marionnettes pour travailler sur la connaissance de soi et puis de faire quelque chose, de les mettre en scène et finalement de travailler là-dessus avec les jeunes. Voilà, c'est les prochains ateliers qui sont à venir. Et les jeunes à partir de quel âge là du coup, Sabine? 9 ans. 9 ans, ouais. Ok. Ouais. Ok, très bien. 9-25. Oui, c'est ça. Finalement, c'est 9-25. Et puis après, bah, tu englobes aussi les parents là-dedans. Et, oui, absolument. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi de voir que le public est large. Enfin, intéressant. Pas le terme, évidemment. Non, mais c'est comme ça qu'on peut les aider, en fait. Si on travaille que sur l'un, ça marche moins bien. Bien sûr. Tout est systémique, effectivement. Exactement. Ouais. Merci à tous tes auditeurs aussi. Ben oui, ils ont été nombreux quand même, et tu verras peut-être, je t'enverrai pour voir un peu les commentaires si tu veux. Ouais, avec et plaisir. Puis, bah, écoutez, merci d'avoir été là. Merci pour tous vos commentaires, effectivement, vos partages et vos likes. Merci encore, Sabine. Et puis, tu reviens évidemment quand tu veux. N'hésite pas à me faire signe, et puis on se refait ça
C'est toujours bizarre, surtout quand on travaille ensemble, qu'on se voit dans la réalité, de passer après et se voir dans le virtuel, ça fait toujours un peu drôle, mais voilà, c'était un plaisir et tu reviens bien évidemment quand tu veux. Merci Merci beaucoup. à toutes et tous. Très belle soirée à tous. Ouais, belle soirée à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission. À plus tard. Ciao, ciao. Au revoir.